Amis de la belle et de la bonne littérature, merci, bonsoir. Je vous dis merci pour votre invitation, puisque c'est l'équipe d'Expression Livre qui force un petit peu votre porte et vient à vous, chez vous, afin de parler roman, poésie, théâtre, philosophie, histoire. Ce soir, nous avons comme invité Djamila Abdelli Labiod. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur Youssef Sayeh, je vous remercie pour votre invitation. Je tiens à remercier également tous les membres de l'équipe de Canal Algérie. Ils sont gentils, hein? Qu'on ne voit pas évidemment, mais qui sont fabuleux. Voilà, et je dis bonsoir aux téléspectateurs. Djamila Abdelli Labiod, nous allons parler de votre roman intitulé La réglisse de mon enfance. C'est paru chez Média Index. C'est votre premier roman. Exactement. Mais ça fait longtemps que vous écrivez, semble-t-il. J'écrivais quand j'étais jeune fille, adolescente, mais une fois mariée, j'ai arrêté d'écrire. Mais par contre, j'ai toujours continué à lire, parce que j'aime beaucoup lire. Et j'ai repris l'écriture juste pour, on va dire, c'est comme un divertissement en réalité, lorsque mes enfants ont grandi. Et c'est comme ça qu'est née d'abord une nouvelle. Ah oui, d'abord une nouvelle. Ah, d'abord c'était une nouvelle, oui, de mon enfance. Ce n'était pas un roman, pour être bon, je suis obligée de me répéter, parce que j'ai déjà dit, même des journaux qui m'ont interviewée par rapport à ça, et donc j'ai dit que c'était une nouvelle que j'avais écrite, juste pour me divertir, en réalité, et ma fille m'a volé cette nouvelle qu'elle a proposée à 4 sites, qui l'ont publiée, et un internaute m'a lancé un défi, c'était d'en faire un roman. Et là, il fallait en faire un roman. Et comment procéder, c'était un peu compliqué. Ouais. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû commencer d'écoler le roman par une histoire d'amour. C'était pour m'appuyer dessus, n'ayant aucune expérience en réalité, parce que je suis autodidacte. Voilà. Je suis on ne dirait pas. Si, je ne suis pas une littéraire. Ah ben, je pensais très franchement que vous étiez... Non, parce je suis pas une littéraire. D'après votre roman, on voit bien que vous êtes quelqu'un qui adorait lire, qui disait effectivement ce que vous venez de me confirmer, mais que vous aimez le cinéma, vous aimez la musique, oui. Vous êtes friande de tout cela. J'aime la vie. J'aime la vie. Oui. Peut-être que je suis quelque part épicurienne, je ne sais pas. Peut-être. Voilà, peut-être, je ne sais pas. Je ne peux pas avoir un jugement de valeur sur ma personne, mais voilà. Et c'est ça votre roman, hein? Voilà. J'aime la vie, voilà. En fait, moi, en réalité, j'ai été orientée en mathématiques. Mais moi, je ne suis pas une littéraire. Voilà. Mais je suis très à l'écoute des gens, de la vie. J'aime l'humain. Et donc, je suis quelqu'un de Vous avez très la sensible. bonne curiosité. Voilà, c'est ça. Vous avez la bonne curiosité. Alors, on va aller un petit peu dans votre... Enfin, pas un petit peu, pendant toute cette heure, on va aller dans votre roman, qui a une construction qui n'est pas du tout linéaire. C'est ce qui m'a plu. Vous jouez avec la chronologie, mais c'est fait exprès de votre part, parce que y a le personnage principal qui va être, que j'ai estimé pour moi être une sorte de fil d'Ariane, qui va nous mener dans malheureusement des labyrinthes plus souvent de peine, de déception que de joie, et dans le monde des femmes. Oui. Plus pratiquement. Mais si on aborde le monde des femmes, c'est obligatoirement aussi, on va aborder le monde des hommes tel qu'il peut être, je dirais dans 2 endroits, puisque votre personnage principal est né en France, Lina. Oui. Donc elle a vécu jusqu'à l'âge de 6-7 ans en France. Non, jusqu'à 11 ans. Jusqu'à 11 ans. Oui. Et puis, les hasards de l'histoire ont fait que ses parents, qui étaient des émigrés, son père qui était un travailleur émigré, peinant, suant, pour essayer de joindre les 2 bouts, sa mère s'adaptant qu'à un cas à la vie en France. Difficilement. Mais elle, la petite Lina, née en France, a toujours connu jusqu'à cet âge-là, jusqu'à 11 ans, donc
que la vie en France. Oui, elle ne fait pas partie de la génération beurre, ça il faut le préciser. Donc parce que elle est différente, cette génération. Hein. Lina a vécu dans une, si je puis m'exprimer ainsi, dans une France qui était à l'époque puritaine. Voilà, il y a des similitudes avec notre mode de vie en Algérie. Tout à fait. Voilà. Donc, lorsque vous dites... c'était la vieille France. Voilà, c'est ça, la vieille France. C'était la vieille France. Encore. Quand vous parlez de... Je ne suis pas un ordre chronologique. Évidemment que je ne peux pas suivre un ordre chronologique, étant donné que ça a commencé par une nouvelle. Et la nouvelle, en fait, c'est la dernière partie du roman. Ah. Voilà. En fait, la nouvelle, c'était la dernière partie du roman. Et comment... Par rapport au défi que m'avait lancé l'internaute, et j'aimerais le répéter, je n'ai pas relevé ce défi, comme je l'ai dit, par orgueil ou par fierté, mais pour la femme au foyer que j'avais choisi d'être, parce que j'avais été d'abord institutrice de langue française, voilà, pour moi c'était un challenge. Alors comment faire pour construire ce roman? M'est venue l'idée de m'appuyer sur une histoire d'amour. Et j'ai décollé le roman par une histoire d'amour. Et après... Lina et Djamel. Voilà. Et en fait, comment j'écris? Je suis juste mon intuition. Je vais vous dire, pour moi, l'écriture, c'est comme explorer une contrée inconnue. Je ne sais pas ce que je vais découvrir. En réalité, rien n'est calculé, rien n'est réfléchi, rien n'est préparé. J'écris au fur et à mesure de mon intuition. C'est ma technique d'écriture. Moi, et ce qui est ludique dans l'écriture, pour moi, c'est que je ne sais pas ce que je vais écrire. Quand je me mets devant ma feuille blanche, et là, je ne sais pas ce qui va venir. Mais dès qu'il y a une idée maîtresse, après je développe. C'est-à-dire, si je comprends bien, Djamila Abdelli, la mienne, c'est que vous ne commencez pas votre type d'écriture, qu'elle soit nouvelle ou roman, mais surtout le roman, en disant, bon, voilà la structure de mon roman, et puis, bon, je vais voir comment, peu importe hein, s'il est chronologique ou pas chronologique, que ça, mais voilà quelles sont les lignes directrices, et ensuite, je vais chapitrer cela, pas du tout, c'est-à-dire que on peut passer d'un chapitre à un autre sans que vous en ayez l'idée que votre chapitre 6, vous ne savez pas très bien comment ça va commencer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que mon écriture n'est pas calculée. Je n'écris pas en fonction d'un lecteur. J'écris pour moi, en réalité. Je ne savais même pas que mon roman serait édité. Donc, je n'ai pas ce souci de dire ça va plaire, ça va pas plaire. Ça, c'est pas mon souci à moi. Oui, mais alors là, vous allez affronter un problème, parce que maintenant que votre ouvrage a été édité, parce que je sais que si l'éditeur a accepté, c'est sa responsabilité, ce n'est pas la mienne. D'abord, il y a eu de très bonnes critiques de gens qui sont des critiques littéraires, notamment puisque votre ouvrage est préfacé par n'importe qui. C'est notre ami et confrère Rachid Mortali, qui a écrit énormément d'ouvrages sur le roman algérien, comme essayiste, qui a toujours été un excellent journaliste dans des revues, dans des quotidiens concernant les ouvrages. D'autres également. Vous avez été quand même reçu chez d'autres consoeurs ou confrères à la télévision, à la radio. Bon, donc, aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous permettre de dire « j'écris pour moi ». Non, je parle de ce premier roman. Oui, mais alors, je sais que vous m'avez fait la confidence que vous aviez écrit un deuxième roman. Oui. Alors, ce deuxième roman, est-ce que vous avez commencé à le structurer de façon différente ou vous êtes laissé aller en naviguant à vue? Bien sûr, j'ai quelques idées. Le deuxième roman, on m'a envoyé une lettre authentique d'un jeune. Et ça m'a donné, ça a fait un déclic. Et c'est comme ça que j'ai écrit ce second roman sur la jeunesse. Et au fur et à mesure, bien sûr, je m'appuie toujours sur le réel. Mais mon moteur dans l'écriture, c'est l'émotion. Si par exemple, j'assiste, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, si par exemple des personnes me touchent par leur souffrance, je vais éponger ces émotions, je vais les éponger et je vais les exploiter pour un récit. Mon moteur, c'est vraiment l'émotion. Et en réalité, lorsque j'écris, si je me souciais de la structure... Parce qu'en vérité, je n'écris pas pour... Je ne sais pas que je vais être édité, ce n'est pas mon objectif.
J'écris pour le plaisir. L'écriture me donne de la joie. C'est ludique. Et c'est libérateur, et je le dis. Et je dis, c'est libérateur, c'est ludique. Et puis, c'est jubilatoire aussi. Quand j'écris, je l'ai déjà dit une fois, j'ai l'impression de transcender ma propre mort. Plus d'espace, plus de temps. Je vous dirais franchement, bon, je suis comme une femme qui a atteint l'âge de la maturité. Par rapport à nos traditions, par rapport à notre culture, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas contrôlées dans ma vie. Et le fait de contrôler le devenir de mes personnages, c'est quelque chose de fabuleux. Pourquoi m'en priver? Je ne me soucie pas du lecteur. Je ne me soucie jamais du lecteur. Je me soucie du lecteur d'une certaine façon, parce que moi j'aime le réalisme, mais je n'aime pas le réalisme qui ne ménage pas le lecteur. Je vais vous donner un exemple. Cela ne voudrait pas dire que je me compare parce que je suis une modeste auteure. Je prends par exemple Émile Zola que j'adore, mais son réalisme est un réalisme très rude. J'adore son réalisme. Et il ne ménage pas le lecteur. Et c'est bon, ça fait du bien. Mais moi, par rapport à ma nature, j'essaye d'introduire le rêve. J'essaye de ménager mon lecteur. Uniquement par rapport à ça. Oui, c'est votre petit Éden, quoi. Voilà. Hein? L'écriture, c'est votre petit Éden. Le mot est bien employé. Parce qu'il y en a qui me disent paradis, je dis non. Paradis, c'est un mot qui ne me convient pas dans le sens où paradis, c'est un lieu où les âmes vont après la mort. Or, l'Éden, c'est un lieu de délice. Oui, c'est mon Éden. Bah, vous le citez dans votre roman, hein. Voilà. Une sorte d'avant-Éden. Voilà. Alors, personnage effectivement principal, la jeune Lina, oui. Qui va avoir donc un parcours quelque peu chaotique, parce qu'avoir vécu dans un type de société entre deux cultures, avec quand même une culture française plus accentuée, je dirais. Je dirais totalement français. Je vous oui, mais enfin, pourquoi. quand même à la maison. Mais mes parents ne me parlaient pas en langue française, c'est ça le problème, à l'époque. Bah oui, vous parlez en kabyle. Pas en kabyle, justement, ça je le dis, parce que c'était après la guerre. Bon, mais mon père a émigré bien avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, même durant la guerre de libération, il était là-bas. Oui, ce qu'on appelle la deuxième vague de l'immigration après celle de 14-18. À cette époque, c'était tabou de parler notre langue. On ne pouvait pas affirmer notre identité. Donc, les parents, ils s'adaptaient, ils nous parlaient dans un français très approximatif. Et comme je le dis, je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais je n'ai pas habité, moi, dans la banlieue. J'étais en plein Paris avec j'étais dans le 13e arrondissement. Que des Français, il n'y avait pas d'Algériens. Et mes parents ne m'ont jamais dit que j'étais algérienne. Il n'y a pas de dialogue ou de communication avec nos parents, parce que le père qui est prolétaire et qui travaille, il se lève à 4h30 du matin pour aller travailler, il prend sa gamelle, il rentre le soir, la maman qui a l'habitude de faire que les tâches domestiques n'a pas l'habitude de communiquer. Et puis, en fait, quand on est petite, on nous envoie à la crèche, on nous envoie à la garderie. Le plus clair de notre temps, on le passe en dehors de la maison. À l'école, avec vos amis, qui étaient généralement toutes françaises. De toute façon, je présuppose, qu'à l'école primaire que vous avez fréquentée dans le 13e arrondissement, et puis je connais très bien, parce que moi-même, c'était à l'école Jeanne d'Arc. Oui, je connais très bien, il y avait même un cinéma là-bas, qui s'appelait le cinéma Jeanne d'Arc, et c'était à la descente des escaliers. Vous n'aviez, parce que moi-même j'ai passé toutes mes études primaires en France, à part mon frère, nous étions que les deux seuls Algériens dans la classe. Il n'y en avait pas. Parce que généralement les émigrés, les travailleurs immigrés partaient sans leur famille. Laissant leur famille, comme on dit, au bled, parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre... C'était pas le cas de mon père. Oui, non, mais c'était tout à fait différent. Oui. Toutes. C'est très, très, très différent. Parce que c'était pas le cas de mon père. Je veux dire que c'est compliqué, le personnage de Lina est compliqué parce que...
il va, toute son enfance, il va la vivre, je dirais, excusez-moi, c'est pas péjoratif, mais à la française, complètement. Voilà, avec des codes culturels totalement français. Bon, et des parents qui lui disent même pas qu'elle est algérienne. Voilà, en fait, c'est le monde de l'enfance. Oui, je dis, l'enfant n'a pas cette notion de nationalité. Ça va de la comptine à la cantine, je dirais. Oui, bon, c'est oui. tout était. Et à l'époque, il n'y avait pas le plat est halal et le plat est haram à cette époque-là. Parce que les gens crevaient la dalle, beaucoup crevaient la dalle. Déjà gagner sa croûte, c'était pas évident. Encore une fois, voilà. si on prend des chiffres, hein, collège, école primaire ou même, encore plus, université en France dans les années 50, mais ça dépassait pas les 1000 ou 2000 jeunes Algériennes et Algériens. Hein, je dis encore une fois, ça n'a strictement rien à voir avec le monde actuel, voilà, des banlieues, etc., où 80% des jeunes de collège, etc., soit d'origine africaine, soit maghrébine, etc., et tout ça. Là, non, moi je me souviens très bien que j'ai fait 2 ou 3 écoles primaires, j'étais le seul Algérien. Et bien moi, pareil. Je veux dire que, donc, je dirais que mon maître d'école, j'ai dit, oh, bon, pour lui, bon, Saya Youssef, bon, c'était presque francisé, quoi. Voilà. Et puis, je n'ai pas connu de racisme, pour être honnête. Non, parce que c'est le monde de l'enfance. C'est le monde de l'enfance. Mais vous ne pouviez pas le connaître, parce qu'il n'y avait pas ce phénomène. Les émigrés étaient généralement des hommes célibataires qui vivaient soit dans des cités de transit, soit malheureusement dans des bidonvilles. Ils n'étaient pas généralement en famille, très rarement, hein, ou même quand ils étaient en famille, ils avaient des enfants. Ils ne les scolarisaient même pas, il faut le savoir, ça. Voilà. Hein. C'était que quelques familles qui scolarisaient leurs enfants. Donc, effectivement, c'est très difficile parce que, est-ce que cette catégorie, je dirais, d'enfants, c'était des émigrés, c'était pas des beurs, parce que c'est pas du tout. Oui. Est-ce que c'était des émigrés? J'en sais trop rien parce que leurs parents étaient des émigrés, mais leurs enfants, et c'est ce que vous racontez très bien à partir de votre personnage principal, Lina, c'était tellement, je sais que vous détestez ce mot, mais ils étaient tellement dans la société française, pas intégrés, mais dans la société française, profondément, que ça ne posait même pas de problème. Oui. J'ai fait un parallèle avec la transplantation d'organes. Quand on dit quelqu'un qui est né en France, il doit s'intégrer. C'est quoi intégrer? Quand on regarde dans le dictionnaire, j'explique, je démontre de manière presque mathématique que ce mot intégration est une appréciation erronée. Bien sûr. Comment être intégré dans un milieu où je suis né? Ben oui. Où j'ai appris la culture, où j'ai appris la langue, où je parle la langue. Alors encore mieux actuellement, avec ce qu'on appelle les jeunes beurs. Ça fait 3 générations qui sont là. Mais par contre, il y a une petite différence avec la génération beurre, je vais vous dire pourquoi. Parce que vers les années 70, il y a eu ce qu'on appelle le regroupement familial. Oui. Et donc, le père ramenait une partie des enfants qui étaient, les premiers enfants qui étaient nés en Algérie, et puis d'autres enfants, membres de la fratrie, qui étaient nés en France. Mais les premiers enfants influençaient ceux qui étaient nés après. Donc, ils parlaient entre eux arabe ou kabyle. Oui, avec un mélange qui a donné d'ailleurs ce langage. D'ailleurs, maintenant, il n'y a plus... quand on les entend parler, l'accent a changé. Ce n'est plus l'accent parisien d'antan. Non, c'est un accent qui a été créé. Voilà, exactement. Qui s'est créé. C'est-à-dire avec, quand on voit par exemple les humoristes d'origine maghrébine qui ont un énorme succès en France, etc., ils mêlent automatiquement des mots en arabe, mais savent-ils réellement totalement bien parler en arabe? On ne sait pas trop. Non, mais ils sont obligés, ils se sentent obligés d'y inclure de l'arabe dialectal. Voilà. Et que d'ailleurs que tous les Français comprennent très bien. Et qu'ils emploient et qu'ils ont fini par... à leur tour. Voilà. Voilà. Alors, cette Lina, on va apprendre à 2 temps, 2 ou 3 temps. Son enfance en France, n'est-ce pas, où là, ce goût de la réglisse, c'est-à-dire parce que c'est vrai, c'était quelque chose d'assez incroyable, mais j'ai eu la même chose, je vais vous dire
Pourquoi? Parce que j'ai énormément, pratiquement vécu plus que ma jeunesse en France, etc. Et quand je suis rentré définitivement en Algérie, ma grande peine, c'est que moi aussi, je suis plus que friand de la réglisse. Et je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas de réglisse dans notre pays? Justement, malheureusement, je voulais vous en ramener, mais j'en ai pas trouvé. Mais non, il n'y en a pas, il y en a pas. Les roudoudous, j'en ai pas trouvé. Non, c'est les rouleaux de réglisse. Et puis il y avait une pastille au milieu. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, coloré. Oui. Un petit bonbon coloré. Oui. Alors, il y a son enfance en France, il y a, quand il y a le retour, après, quelques années après, 62, pas beaucoup. Non, là, 62, on est venu juste pour... oui, pour voir. Assister à la fête de l'indépendance. C'est ça, et puis pour voir, pour peut-être poser quelques jalons. Et mes parents m'ont même pas expliqué que c'était mon pays. Il n'y avait pas de communication. Non. Peut-être parce que, je ne sais pas... c'est dans leur culture, je ne sais pas. Une maman qui est originaire d'un village, qui est très pudique. Mais c'est la pudeur. Comment? C'est la pudeur des sentiments. Voilà, la pudeur. Ouais. On n'exprime rien, on n'explique rien. Et j'ai même employé le mot les enfants. En réalité, je n'ai pas l'impression qu'on les éduque. C'est dur ce que je vais dire. J'ai l'impression qu'on les dresse. Parce que il y a une différence entre éduquer et dresser. Dresser, c'est un peu comme le réflexe de Pavlov. Il y a une espèce de conditionnement. Oui, je fais ça. Il y a des codes. Je fais ça. Voilà, il y a des codes. Voilà. Mais éduquer, c'est différent. Quand vous dites, tu n'as pas le droit de faire telle chose, vous expliquez pourquoi on n'a pas le droit de faire telle chose. Moi, mon papa, à l'âge de la préadolescence, lorsque nous sommes revenus définitivement, c'était quelqu'un de très pratiquant. Et lorsqu'il m'a demandé de faire le ramadan, il ne m'a pas dit pourquoi je devais faire le ramadan. Il m'a encore moins expliqué ce que c'était que l'islam. Et ces questionnements existentiels, je les ai eus à l'âge de l'adolescence. Ouais. Parce que je voulais me connaître. Bah, je me cherchais. C'est toute la vie de Lina. Oui, écoutez, il y a deux choses. Il y a un lapsus, là. Il y a un lapsus, je vais vous dire pourquoi. Je dis, je me cherchais. En fait, je suis un petit peu Lina parce que le roman flirte avec l'autobiographie. Bah oui, voilà. Bah oui, c'est clair. Ce n'est pas autobiographique à 100%. J'ai bien compris. Voilà. J'ai bien compris. Mais il flirte avec l'autobiographie. Il y a deux choses dans votre roman, il y a deux directions, si vous me permettez, mais qui s'entremêlent. Hein. Bien sûr. C'est Lina, ce personnage principal, on va la voir à différents moments de sa vie, de son enfance jusqu'à son adolescence et même après, oui. Puisqu'elle va devenir maîtresse d'école et donc on peut supposer que c'est à l'âge de 18, 19 ans ou 20 ans, ou peut-être même plus. Ça, c'est la fin de votre roman. Alors, c'est comment, par quelle situation elle apprend ce qu'on appelle la vie. C'est-à-dire, tout d'un coup... Question pertinente. Elle apprend ce que c'est que l'humiliation, elle apprend ce que c'est que la religion, mais quelquefois c'est dû quasiment au hasard. Et c'est ça que j'aimais bien. Très juste. C'est que tout d'un coup, on voit comment cette jeune enfant, confrontée aux choses qu'on appelle aux choses de la vie, oui, au quotidien de la vie, oui. À l'âme humaine, à la détresse humaine, à l'horreur humaine, à la méchanceté humaine, et puis à l'empathie humaine. Je me souviens de ce moment où le père de sa petite copine, Françoise, adorablement gentille, qui lui prend la main, elle se sent dans un autre monde. Oui. Bon. Donc elle va apprendre aussi l'amour, la déception, tout ça. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, je dirais que c'est... Elle nous fait rencontrer des femmes en racontant des histoires de femmes, que ce soit ses petites copines en France, que ce soit sa sœur, ses sœurs, les belles-sœurs de ses sœurs, de sa sœur qui habite à Alger, des femmes du village. En fait, je raconte d'abord, après avoir décollé le roman par une histoire d'amour, je raconte deux univers. D'abord la France, le quotidien. Comment est le quotidien? Les coulisses, si je puis m'exprimer ainsi, les coulisses d'une vie d'une petite fille issue d'un milieu prolétaire. Voilà, c'est ce que je raconte. Il y a plusieurs récits. Et ensuite, je raconte l'Algérie. Et c'est au lecteur de voir les points de comparaison, de voir un petit peu qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas entre
ce qu'elle a vécu là, quels sont les points de comparaison, qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent. Et là, on comprend. Ce sont les codes culturels qui sont différents. Oui. Il y a une troisième trajectoire encore. Bon, donc, dit, c'est sa vie, comment elle devient femme. Oui, parce que l'adolescence, évidemment. Combien elle grandit, elle mûrit. Oui. Il y a donc, elle nous fait rencontrer, soit par des histoires qu'elle a directement connues ou dont elle a entendu parler, la vie des femmes, aussi bien dans son petit village en Kabylie qu'en France, qu'ailleurs. Et puis, il y a toutes ces questions, et surtout, ça va être parce que votre roman, à la fin de votre roman, est très, très, très différent. Parce que c'est un soliloque intérieur d'une femme qui se pose des questions sur elle-même, sur sa vie. Ce qu'on appelle une introspection. Voilà. Elle fait son introspection. D'abord, est-ce que vraiment j'ai bien compris tout ce que j'ai vécu? L'ai-je bien vécu? Ai-je été à la hauteur de la vie que j'ai menée par rapport aux uns, par rapport aux autres, parce qu'il y a des moments, vous savez, lorsqu'elle elle vole pas, mais elle prend la pièce de 1 franc pour aller acheter un cornet surprise, et puis elle sait très bien qu'elle ne pourra jamais la rendre. Oui. Et sa copine française la regarde, elle lui dit rien, mais elle se sent totalement honteuse. Parce qu'elle vient elle apprend le mensonge. Qu'elle a une boule à l'estomac, elle se rend compte qu'elle a mal fait. Oui, mais elle apprend le mensonge aussi. Oui, mais là, elle était petite fille. Oui, elle était petite fille. C'est comme ça cette tentation, des cornets qui fait 50 cm et qu'il n'y a rien dedans. Je sais, on s'est tous fait avoir par cette cornet surprise. Imaginez cette petite fille qui, tous les jours, quand elle va acheter du pain, elle voit ces paquets surprises colorés, et elle se demande qu'est-ce qu'il y a dedans. Les enfants sont très curieux. Bah oui, heureusement. Moi, je vous dis franchement, mon papa, quand il pouvait me donner un maximum, c'était 20 centimes. Oui, non, mais 20 centimes, c'était... Un franc, voilà. Les caramels coûtaient 1 sou, alors, 1 centime. La boîte de réglisse coûtait 5 centimes. Bah oui. Voilà. Alors, c'est vrai que la fin de votre roman est tout à fait particulier, parce qu'on la voit déjà... une femme accomplie, d'abord parce qu'elle a une responsabilité, elle est en charge d'enfants. C'est quand même pas rien. C'est une des plus grandes responsabilités qu'un homme ou qu'une femme peut avoir. Mais la fin est heureuse. C'est une fin. Elle est ouverte. Elle est très ouverte. Elle est ouverte. J'ai fait exprès pour laisser le libre choix au lecteur. Lina est vraiment une femme heureuse à la fin, ou une femme qui trouve un certain bonheur parce que elle sait qu'elle a appris beaucoup de choses dans sa vie, et qu'elle en fait le point, et qu'elle... Il y a un côté philosophique, de sagesse qu'elle apprend, Lina, vers la fin de sa vie. Elle est peut-être pas, on ne va pas dire, affirmer qu'elle est heureuse, mais elle entrevoit le bonheur. Il y a cet espoir. Est-ce qu'il n'y a pas une fausse construction de son bonheur à cause de son imaginaire débordant? Justement, c'est quelqu'un qui rêve beaucoup. Bah oui. Et le rêve, c'est quelque chose de fabuleux. Le rêve peut vous transporter où vous voulez. Moi, ce que je dis, on peut me mettre dans une prison, mais je peux franchir les murs de cette prison grâce à mes pensées. Le rêve m'apporte beaucoup des compensations, on va dire. Même si par mes sens... Non, mais là, je vous suis tout à fait. Voilà, vous comprenez. Voilà. Je suis une très grande rêveuse, en fait. Je vais même vous dire, quel que soit, malheureusement, les camps de concentration, quels qu'ils soient, et malheureusement, il y en a encore dans le monde, généralement, on estimait que les gars qui étaient pris pour être enfermés dans des camps de concentration, ça allait être les intellos, les musiciens, etc., qui allaient crever, excusez-moi du terme, qui allaient crever le plus vite, parce qu'ils étaient chétifs, pas maigrichons, pas très sportifs, etc., et que les gros costauds allaient survivre. Ben, il s'est passé
totalement le contraire, et partout. Parce qu'il y a la puissance cérébrale, bah, la force cérébrale. C'est-à-dire qu'une fois qu'il avait épuisé sa puissance musculaire, le gars ne valait plus rien. Alors que l'autre rêvait, se construisait un monde, pouvait se réciter des poètes, des poésies ou de la musique dans sa tête, ou pouvait se construire un tableau dans sa tête, et bien il survivait. Voilà. C'est incroyable. Voilà, c'est ça. Généralement, on pense que c'est ce petit chétif là qui mesure 1m60, bon, qui est peintre, bon, celui-là, en 2 mois, la maladie... Parce qu'on occulte notre corps, on l'occulte. Ouais. On peut vivre avec nos pensées. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Imaginez quelqu'un qui soit malade et impotent. S'il n'y avait pas les pensées, il serait là à se dire, tiens, je suis impotent, je ne peux pas bouger, je ne peux pas voir la verdure, je ne peux pas marcher, je ne peux pas courir, je ne peux pas... Le plus bel exemple, n'est-ce pas Nelson Mandela? Voilà. Exactement. Grâce à son intelligence, au monde qu'il s'est créé dans la tête, il était devenu le plus vieux prisonnier du monde. Voilà. Et pourtant, il cassait des cailloux et il allait aux travaux forcés. Mais c'est quelqu'un aussi d'assez stoïque. C'est pas tout le monde qui est stoïque. Alors, revenons à notre... J'aime bien les personnages que vous décrivez, parce qu'il y a une foultitude de personnages dans votre roman. Hein. Et c'est ça votre empathie envers le monde. Les personnages sont véridiques. Les personnages, je m'en doutais. Je vous dis franchement. On peut pas, parce que malheureusement la réalité dépasse la fiction. Il y a que les noms qui sont. Oui, bon, bien sûr, c'est pas important. Fictifs. Mais alors quand vous parlez, alors on peut passer, vous passez, et c'est votre connaissance de l'âme humaine. C'est quelque chose qui m'a bouleversé dans votre roman. C'est-à-dire, vous pouvez passer de jeunes filles un peu frivoles, comme c'est les belles-sœurs de sa sœur à Alger. Voilà. Bon, elles n'ont pas l'air très fufutes, excusez-moi du terme. Hein. Oui. C'est la musique, la boum, le petit copain, si on peut. C'est des citadines. C'est la jeunesse. Et puis c'est des citadines. C'est des citadines, oui, mais enfin, on peut être citadine, et puis... Voilà, ok. Alors qu'elle est beaucoup et puis c'est dans un contexte des années 70. C'est un contexte des années 70. Voilà, qui n'a rien à voir avec... Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que vous prenez même des moments de notre pays, ou même de la France, de ce qu'on appelle la France des 30 glorieuses, etc., c'est-à-dire qui était pendant la guerre d'Algérie et après la guerre d'Algérie, celle des années 60, c'est quand même un sacré travail de réflexion. Hein. C'est des louanges, mais elles sont mesurées. Un sacré travail de réflexion, d'aller dans la tête et de parfaitement bien écrire des femmes aussi différentes que ces petites jeunes filles, que la mère de Lina. Encore un autre monde, que cette jeune paysanne kabyle qui a perdu son mari au maquis et qui qu'on force à se remarier avec un vieillard qui histoire véridique. Mais c'est horrible. Cette histoire, j'ai été témoin de cette histoire que quand j'avais 12 ou 13 ans. Mais en fait, j'avais vu des choses, mais que je n'arrivais pas à décrypter. Je ne comprenais pas réellement. C'est une fois, puisque cet ouvrage, je l'ai écrit depuis que je suis mariée, depuis que mes enfants ont grandi. Donc, des souvenirs sont remontés avec leur charge émotionnelle, avec la charge émotionnelle. Et là, j'ai pu décrypter ce que j'ai vu, parce que petite fille, je ne comprenais pas vraiment. Je voyais des physionomies, je voyais de la tristesse, mais je ne savais pas décrypter les choses. Mais une fois que j'ai atteint cet âge adulte, que je suis devenue femme, et que j'ai pu comprendre le monde des femmes. Mais pourquoi je parle des femmes plus que des hommes? Parce que j'ai plus de proximité avec les hommes qu'avec les femmes, que ce soit avec les cousins, le père, voilà. Oui, puis il y avait un cousin de Lina qui était Wally, qui était absolument adorable, très ouvert d'esprit, qui faisait la poste restante. Voilà, exactement. Avec son amoureux de Djamel. Sinon, moi, je ne fais pas de différence entre un homme et une femme. J'aurais pu très bien écrire sur les hommes, parce que moi, ce qui me touche, c'est l'âme humaine, c'est la souffrance, c'est... Voilà. Il y a tout un discours dans votre roman là-dessus, sur la question de la tolérance religieuse, de la tolérance raciale. Oui. Dites, bon, parce que c'est des questionnements existentiels de la petite adolescente qui se cherche aussi, parce qu'elle se cherche. Elle se cherche une identité, elle se cherche des valeurs, elle se cherche... Moi, personnellement, pour parler de Lina ne veut pas être
musulmane par héritage ou par mimétisme. Elle veut comprendre. Elle veut comprendre avant de le devenir. Et d'ailleurs, elle le devient. Et elle le devient même, tout à fait. Elle le devient, elle devient même pratiquante, mais c'est son choix. Elle ne veut pas qu'on lui impose un choix. Ce qu'elle veut, Lina, en réalité, c'est affirmer son individualité. Ça, c'est important ce que j'aimerais dire là. Affirmer son individualité. Lorsque je dis affirmer son individualité avec ce qui comporte comme particularité, singularité de sa personnalité, mais sans écraser l'individualité des autres. Et ça, c'est un exercice très délicat. Contrat social. Je vais vous dire pourquoi c'est délicat. Parce que la communauté dans laquelle elle vit n'accepte pas qu'elle soit différente. Bien sûr. Elle n'accepte pas. Non. Elle doit... suivre un code. Voilà, un modèle. Oui. Un modèle. Il y a l'histoire de la fameuse galette ronde. Voilà. Sa mère lui dit, mais non, mais tu vas être immariable. Tu ne sais même pas faire une galette parfaitement ronde. Elle, dans sa logique, c'est absurde. Oui, elle dit, bon, qu'elle soit un peu ronde ou un peu plus... Voilà, ce qui compte, c'est le goût. Voilà. Mais comme la maman est analphabète, pour elle, c'est quelque chose de très important. Ah bah oui, c'est la présentation. Voilà. C'est le paravent. Est-ce que je peux vous raconter une anecdote Bien sûr. Juste pour vous dire comment... en fait, je suis quelqu'un qui écoute et je suis quelqu'un qui observe. Bon, j'étais petite fille. Ma mère regardait par la fenêtre de la cuisine qui donnait sur le jardin. Et au bout, il y avait les collines verdoyantes. Ça c'était en petite Kabylie, chez nous. Et elle regardait par la fenêtre. J'ai dit, maman, j'avais 12 ou 13 ans. J'ai dit, maman, qu'est-ce que tu regardes? Elle me dit en kabyle, je regarde un âne dans son étable. J'avais beau ouvrir les yeux, je voyais ni l'étable ni l'âne. Je ne voyais que des collines. Et lorsque j'ai grandi, je suis devenue une femme. Quand j'ai écrit ce roman, ce souvenir m'est revenu et je n'ai pas compris pourquoi ce souvenir m'est revenu. Et là, j'ai pu décrypter. Et j'ai compris ce que voulait dire ma mère. Ma mère faisait une projection d'elle-même sur un âne imaginaire pour dire qu'elle est une bête de somme. Oui. Voilà. Ouais. Elle ne rêve pas. C'est terrible. Et c'est ça. Il y a un moment, pourtant, ce n'est qu'une ligne dans votre roman, Jamila Abdelli Labiotte. C'est qu'une ligne dans votre roman. Pour moi, c'est une des phrases qui m'a le plus touché. C'est quand votre mère, directement ou indirectement, j'ai plus grand souvenir là-dessus, mais vous fait savoir qu'elle s'ennuie. Voilà. Ça, c'est terrible. Bah, c'est terrible. C'est-à-dire, si, c'est parce qu'à un moment donné, elle vous voyait en train de lire. Ah, toi, tu as de la chance. Au moins, tu lis et tu t'évades. Mais moi, je m'ennuie. Voilà. C'est terrible, ça. Parce qu'une femme, elle a beau être analphabète, elle a une intelligence. Comment? Il y en a qui ont même de grandes intelligences. Bien plus intelligentes que celles qui ont des diplômes. Pourquoi je vous ai donné cette illustration? C'est pour vous dire, justement, elle est là, elle doit faire ses corvées, manger. Donc on pense qu'elle ne peut pas rêver. Voilà. Donc on pense qu'elle ne peut pas rêver. Voilà, elle n'a pas le droit au rêve. Rêver de quoi? Oui. Rêver de quoi, finalement? Puisque le modèle de vie est le même. Ouais. C'est itératif, c'est répétitif. Voilà, là, quand vous racontez l'histoire de ces femmes dans le village, etc., vous dites c'est terrible. C'est-à-dire que c'est une roue sans fin. Comme chez les hindous, c'est une roue sans fin où on ne peut plus se sortir de cette histoire et on voudrait bien une réincarnation pour vivre une autre vie. Oui, mais le village à cette époque, c'est pas comme maintenant. Je vais vous dire, dans le village à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit d'aller dans des magasins. Elles avaient le droit de sortir que lorsqu'il y a eu les souk el-fellah. Oui. C'est là que la femme avait le droit. Oui. C'est les années 70, effectivement. Je vais choquer un peu le téléspectateur avec un langage très soft. Elles n'avaient tellement pas le droit d'aller faire les magasins que même une adolescente, lorsqu'elle avait besoin d'un soutien-gorge, il fallait qu'elle dise à sa maman, voilà, j'ai telle taille, et tu dis à papa qu'il m'achète tel soutien. La jeune fille ne pouvait même pas choisir son propre soutien-gorge. C'était compliqué. Maintenant, non, les femmes sont très libres, elles sortent. Mais avant, on en a fait un bond en avant absolument extraordinaire. Les femmes ne sortaient pas du tout. Maintenant, ça y est. J'avais une tante qui, comme elle ne sortait jamais de sa maison, dans un petit village de l'ouest algérien, elle n'a jamais eu de papier.
parce que tout simplement, son mari ne voulait absolument pas qu'elle aille chez le photographe. C'était aussi simple que ça. Voilà. Donc, et un jour, quand je demandais à mon oncle, je lui dis, mais enfin, tata, elle n'a même pas une carte d'identité ou un truc comme ça. Il me dit, pourquoi faire? Il me dit, pourquoi faire? De toute façon, elle a besoin d'une carte d'identité. Puisqu'elle ne va pas à la poste pour chercher de l'argent, elle ne va pas voyager. Bon, donc, c'est pas la peine. Et puis moi, je ne veux pas l'amener chez le photographe. Vous imaginez que la mère de Lina s'ennuie tellement qu'elle attend avec impatience quand est-ce que le vieil oncle va mourir, juste pour rencontrer des femmes. Rencontrer des femmes. Ça paraît cynique. Non, mais c'est vrai. Mais c'était une... C'est un problème de survie, de survie mentale. Oui, mentale, parce que de quoi devenir cinglé. Parce qu'il y a, circoncision, mariage, décès, on peut. C'est ça. On peut. Voilà. Donc, effectivement, les hommes laissaient leurs femmes, leurs filles ou leurs sœurs sortir pour aller, évidemment, rendre hommage aux défunts ou aller à la circoncision d'un petit enfant, etc. Mais là... alors on se dit, mais c'est incroyable parce que mais même jusqu'au début des années 60, même après l'indépendance, il y avait encore, mais je me souviens très bien, dans le monde féminin, qui était les vieilles générations, il leur fallait un objectif, c'est-à-dire, bon, c'était le hammam. Voilà. Mais après, ça a commencé à être les courses, effectivement. Bon, prendre le... C'était impensable de prendre le bus. Oui, c'était des citadines. Non, au village, on ne prenait même pas le bus. C'était même pas possible. Hein. Mais il a fallu un certain temps pour que une femme, même dans les villes importantes, puisse plus ou moins prendre le bus. Celle qui prenait le bus, c'était, excusez-moi, là aussi, mais c'était la triste réalité, c'était le plus souvent, bon, pas la grande bourgeoisie, etc., tout ça, mais c'était le plus souvent les femmes de ménage. Parce qu'il fallait qu'elles se déplacent pour aller travailler chez le colon. Par exemple, dans le village, la majorité n'avait pas de voiture, c'est pas comme maintenant. Oh maintenant, tout le monde a une voiture. Voilà, une voiture. Je vous dirais franchement, lorsqu'on prenait la voiture, quand mon père, par exemple, appelait un taxi pour aller sur Béjaïa, la ville de Béjaïa, c'est comme si on faisait un tour de manège. Bah oui. Pour moi, c'était un tour de manège. C'est ce que Lina raconte quand elle va sur Alger. Voilà. Elle dit, je prends le train, etc. Le paysage, c'est magnifique. Je descends à la gare. Elle est complètement sidérée. Oui, mais ce qui est compliqué, c'est qu'elle vient de Paris, directement d'une grande ville comme Paris, pour... dans un petit village. Voilà, directement dans un petit village. Et à l'époque, il n'y avait pas de relais de télévision, donc il n'y avait pas de télévision. Elle avait l'habitude de regarder la télévision à Paris. Elle avait ses feuilletons. Elle avait, elle se rappelle d'ailleurs de tous les anciens feuilletons. Elle se dit, mais avec la réglisse, j'ai aussi mes petits Thierry Lafronde, Ivanhoé, machin, etc. Voilà. Et puis j'ai le jardin. J'ai le jardin, la cour de récréation, c'était pas la même. Parce qu'il n'y avait même pas de cour de récréation, puisqu'elle était enfermée. Parce que son père, à un moment donné, va lui dire, tu arrêtes les études, ça va, c'est bon, tu n'as pas besoin de plus. Oui, mais là, c'est de la fiction. Hein. Là, c'est de la fiction. Oh, je sais pas. Oui, mais enfin, qui rejoint malheureusement la réalité de l'époque. Non, là parce que j'ai mélangé deux histoires. Voilà. Moi, personnellement, mon père m'a acheté un trousseau à Paris et c'était pour aller être interne au lycée d'Ibn Sina. D'ailleurs, j'étais interne au lycée d'Ibn Sina. Vous l'avez échappé de peu. Voilà. Non, mais là... Bon, son père, franchement, on voit bien que c'était un homme qui était plein de bonté, le père de Lina, etc. Il dit, bon, tu vas pas au collège, de toute façon c'est trop loin. Parce qu'il a ses tabous. Bah oui, il dit pensionnat, mais c'est pas possible. Mais moi je fais pas confiance à ces gens-là qui tiennent du pensionnat. Qui c'est ces gens-là? Comme on dit, c'est comme si vous envoyez votre fille, là, je sais pas où. Parce que je témoignais d'une certaine réalité. Une certaine réalité de beaucoup de jeunes filles qui ont voulu poursuivre leurs études et qui n'ont pas pu. Et pourtant qui avaient un très grand potentiel. On le voit maintenant, puisque c'est les filles qui ont les meilleurs notes au bac. Oui, ça c'est vrai. mais ça ne veut pas dire qu'elles sont plus intelligentes que les garçons. Non, elles sont plus travailleuses. Mais elles sont autant intelligentes que les garçons, mais voilà. Non, elles sont plus assidues. Comment? Elles sont beaucoup plus assidues. J'ai été professeur de ce qu'on appelle la terminale, où j'avais des garçons et des filles. Croyez-moi, comme vous dites, ce n'était pas une question seulement d'intelligence, c'était une assiduité, et parce que ça leur donnait la force de se construire en tant que femmes indépendantes, de réussir dans leurs études, et pas d'être seulement à bac.
C'est déjà pas mal. Voilà. Je l'entends encore, hein, cette phrase. Oui, hein. oui. Oh, il y a une très belle jeune fille, elle a 20 ans, elle est mariable, etc. Et puis après tout, elle a son bac. Voilà. Elle a 20 ans, 22 ans, elle n'a que le bac, et pourquoi elle n'a pas poursuivi ses études? Mais ça va, elle a le bac. Mais le père de Lina, il est quand même assez, on va dire, il a une expérience de vie. Pour lui, une femme qui a trop d'instructions risque de ne pas construire un bon foyer, risque d'essayer d'avoir le dessus sur son mari. Et pour lui, soumission. Par rapport à son éducation, à ses codes culturels, une femme doit quand même être pas sur le plan instruction ou même une certaine indépendance économique, avoir la même, être comme l'homme, je veux dire, avoir les mêmes moyens qu'un homme, parce que là, il risque d'y avoir des problèmes au niveau du ménage. C'est clair. Voilà. Alors, vous tendez la perche, Jamila Dalila, concernant le père de Lina. Elle le décrit comme un père très sévère, très juste, certes, très pratiquant, très croyant, homme de parole, très digne, le sens des responsabilités aussi. D'ailleurs, qui se fait dépouiller par un oncle horrible, etc. Bon, mais c'est un homme de parole, etc. Mais très, très, très sévère. Hein. Oui. Une éducation vraiment rigide, à l'ancienne. Parce que pour lui, avoir une fille à la maison, c'est comme une bombe. Oui, c'est ça. Le déshonneur, il faut éviter le déshonneur. Tout de suite. Quelque chose de... Mais par contre, à un moment donné, il y a quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché. Je crois qu'ils sont dans le train, voyage avec son père, et puis elle, pratiquement comme si c'était pour la première fois, elle découvre son père, et elle le décrit, hein, avec une façon qui est d'un amour pour son père absolument extraordinaire. On a l'impression qu'elle lui pardonne tout. Elle dit, voilà un homme qui a sué sang et eau. J'aime ses rides, j'aime ses mains calleuses. J'aime. Et là, très franchement, c'est une beauté parce que tout d'un coup, c'est une jeune fille qui découvre que, en fait, son père lui-même a dû supporter ces codes terribles qui l'ont enfermé dans le fait que si tu es un homme, tu dois agir comme ça envers les femmes, envers tes filles, envers tes sœurs, envers ta femme. Hein. On dirait qu'elle décrivait le Père Noël. C'est extraordinaire cette scène. Je vais vous dire, quand elle le découvre, quoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, donc, on peut dire que son père, ça y est, c'est la dernière étape de vie. Et comme elle est jeune fille, elle le réalise. Et comme elle adore son père. Quand je dis adore, parce qu'elle a un amour fou. Une vénération. Une vénération. Et elle se rend compte qu'elle peut le perdre, ce papa. Et quand elle voit ce visage, parce qu'il s'est assoupi, elle voit toutes ses rides. Et ces rides, c'est un petit peu comme les danseurs, ils ont un langage corporel. Et elle, ces rides, c'est une sorte de langage qu'elle ne sait pas déchiffrer. Si elle pouvait déchiffrer le langage des rides, je pense qu'elle en apprendrait beaucoup sur la vie de ce père qui a beaucoup souffert, bien avant déjà avoir quitté l'Algérie. Parce que qu'est-ce qui pousse les émigrés vers la France? C'était la famine à l'époque. Tout à fait. Tout à fait. L'agriculture ne donnait plus rien. Vous avez des terres, la maladie, le typhus, l'horreur. Voilà, donc c'est à contre-cœur qu'ils vont dans un pays qui est autre que le sien. D'ailleurs, lorsqu'il quitte la France définitivement pour l'Algérie, la première chose que fait son père, c'est de porter sa gandoura, son bionous. Et les babouches. Il était tout content d'affirmer son identité et jeter cette... Mais Lina ne comprend pas. En France, elle voit sa maman maquillée légèrement, habillée comme les femmes des années 50. Elle revient en Algérie, sa mère ne lui explique pas. Au bout de quelques temps, elle met l'adjar, elle la compare à un fantôme. Elle a l'impression d'avoir perdu sa mère. C'est plus sa mère. Voilà. C'est deux personnages différents. Elle est déroutée. Sa logique de petite fille est complètement... elle est déroutée. Elle est décontenancée. Décontenancée, personne ne lui explique. Il faut qu'elle se reconstruise à notre monde et sa place dans ce nouveau monde qu'elle ne connaît absolument pas. Voilà. Elle le découvre petit à petit. Au fur et à mesure. Voilà, elle se dit, bon, en plus, elle-même, elle le dit, hein, quand elle est petite, quand elle arrive dans ce village en Kabylie, elle se dit, j'arrive pas très très bien à comprendre, parce que les adultes me disent, il y a telle chose à faire,
il ne faut pas mentir, etc. Et tout ça. Puis tout d'un coup, je m'aperçois que les adultes peuvent mentir. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Alors elle dit, je ne comprends pas très très bien. C'est quoi? Alors oui, c'est des mensonges par omission, c'est des mensonges pour ne pas aggraver certaines situations. Pardon. Je ne parle pas des mensonges de méchanceté, des ragots, etc. Je vous dis pour être concrète, vous parlez de mensonges. J'en parle dans le roman par rapport le fait que les femmes n'aient pas des droits. Le seul système de défense qu'elles ont c'est le mensonge. Et je dis que c'est une arme, et Lina dit que c'est une arme qui me fait peur. Vous savez, il y a une expression en kabyle qui dit, bon, je ne la dirai pas en kabyle, je la traduis, je la dis directement en français. Il y a une expression en kabyle qui dit « Il n'y a pas de médicament contre le mensonge ». Non, il n'y en a pas. Et comment se défendre contre le mensonge? Et Lina dit « C'est une arme qui me fait peur ». Et les femmes sont très douées pour le mensonge. Djamila Abdelli Labiod, La réglisse de mon enfance, c'est paru chez Média Index. Nous arrivons malheureusement quasiment au terme de notre émission. Ça fait un immense plaisir. Également. J'espère que appel aux éditeurs. Si vous n'avez pas lu La réglisse de mon enfance, lisez-le, parce que Djamila Abdelli Labiod a terminé. Vous avez terminé votre second roman, pratiquement? Non, il est terminé complètement. Il est terminé complètement. Puis-je faire une petite, un petit commentaire? Juste dire que La réglisse a été exploitée pour 4 masters en littérature, dont différents thèmes. Voilà. Donc, bon. Et M. Rachid Mortari avait prévu qu'il serait utile pour les étudiants. Voilà. Sans commentaire. Voilà. Merci mille fois. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous arrivons au terme de l'émission. Vous pouvez retrouver Expression Livre via Facebook ou via YouTube dans même pas une semaine ou 10 jours, donc Canal Algérie Facebook, Canal Algérie YouTube. Eh bien, cette émission sera sur ces 2 sites et vous pouvez les télécharger et surtout, la faire passer à vos amis afin qu'ils connaissent La réglisse de mon enfance. Et notre invitée, Djamila Abdelli Labiod, merci mille fois. C'est moi qui vous remercie. Encore. À très bientôt. Voilà, allez, je vous souhaite une excellente fin de soirée sur votre chaîne préférée, c'est-à-dire Canal Algérie. Et qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais chapitrer à la fin? Ah oui, bien sûr, la semaine prochaine, même jour, même heure, exactement la même punition. Bonne soirée.